Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo de base, je voulais juste faire une review de AEW All Out. Mais en fait, en y réfléchissant plus, j'ai plus une envie de faire une vidéo intégrale parlant de mon problème que j'ai avec la AEW. Et d'abord, je vais clarifier quelque chose. J'ai regardé All Out 2025 hier. Et pour moi, le pay-per-view, il était bon. Il était bon. J'ai passé un bon moment devant le show. Ça m'a diverti. Et voilà, quoi. Il y a bien sûr beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Et des choses que j'ai quand même bien aimées, quoi. Donc c'est une balance qui se rapproche plus du bon que du mauvais. Contrairement à WrestlePalooza, que j'ai bien détesté, hein, et qui crache directement à la figure des gens qui payent un abonnement de 30 € pour regarder ce show. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je vais d'ailleurs revenir plus tard dans la vidéo. Donc bref, d'abord je vais faire une review rapide de mon ressenti par rapport à All Out, plus précisément avec les matchs. Je vais pas parler du Zero Hour parce que j'ai pas regardé ça. Donc du coup le show il a commencé avec Christian Cage et Edge contre FTR, du coup Cash Wheeler et Dax Harwood accompagnés de Stokely Hathaway. Et le match il était bien. La fin elle était un peu bizarre par contre. D'abord ce qui s'est passé c'est que Stokely Hathaway était intervenu pour aider FTR à gagner le match. Et après il y a Beth Phoenix, Beth Copeland du coup, qui est venu faire ses débuts à la AEW pour aider Cope et Cage à se débarrasser de Stokely Hathaway pour redonner un équilibre au match. Et puis par après, FTR va enchaîner un Shadow Machine sur Edge, il va dégager. Puis après ils vont refaire un second sur Edge. Après Edge va commencer à no-sell le Shadow Machine. Puis après il va directement enchaîner un Spear et il va gagner le match, quoi. C'était assez anticlimatique à mon propre opinion. Donc voilà, quoi. C'est un problème que j'ai avec AEW dont je vais reparler plus tard. Et il y a aussi Nick Wayne avec les jobbers de la patriarchie qui sont venus, quoi. Genre c'est un peu aléatoire, hein, vu qu'ils ont littéralement rien fait, ils sont juste venus et puis ils sont repartis. Donc genre ça, j'imagine que ça a distrait Copeland et Edge, mais pas tellement en vrai. Vu que s'ils étaient pas là, FTR aurait pu quand même les attaquer et genre faire un pile driver sur Beth Phoenix. Donc voilà, quoi, genre c'est pas si pertinent que ça, quoi. Voilà. Du coup, le second match, c'est l'un des pires matchs que j'ai jamais vu de ma vie, hein. C'est Eddie Kingston qui bat Big Bill. Ce match, c'était une catastrophe. J'ai détesté ce match. T'as Eddie Kingston qui revient après genre deux ans de blessure, je pense que c'est 18 mois. Et genre, il revient avec littéralement la même shape qu'il avait avant, ça veut dire une shape catastrophique. Et après, t'as Big Bill qui fait genre 2 mètres, qui est dans une shape incroyable. Et genre, en gros, la storyline, c'est que genre, Big Bill, il veut montrer à Eddie Kingston que c'est lui le vrai tough guy. Et t'as Eddie Kingston qui gagne à la fin. Donc c'est genre l'une des storylines et l'un des matchs en plus de ça, les plus stupides que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que si tu montres ça à un fan moyen, un fan aléatoire qui zappe des chaînes et qui voit genre littéralement ton plombier, Eddie Kingston, et qui vient dans le ring et puis après qui bat Big Bill, qui fait littéralement une tête de plus que lui et qui est littéralement dans la meilleure shape de sa vie, avec genre un back fist où il l'a même pas touché, genre il le pin 1, 2, 3. C'est juste ridicule. C'est juste stupide. Eddie Kingston, je comprends pas son booking à la AEW. Je comprends pas ce que Tony Khan voit en lui, en fait. Parce que ce type, c'est littéralement ton plombier. Genre, c'est ton oncle, en fait, qui travaille pas et qui vient des fois chez toi pour grailler de la nourriture, juste, juste comme un putain de flemmard, quoi. Et c'est pas, tu vas totalement énervé, en fait, parce que, genre, quand même, Big Bill, quoi. Il mérite clairement mieux que ça. Surtout que par après, il y a Hook qui vient comme ça pour faire le save parce que genre Eddie Kingston se fait attaquer par Brian Keith et du coup Hook il vient. Big Cass comme un couillon en fait, il court vers Hook et il a l'outrage de passer par-dessus la troisième corde et de vendre ce truc de merde en fait. Surtout que genre quand il a pris le backfist d'Eddie Kingston qu'il a littéralement même pas touché pour de vrai et qu'il s'est laissé river les épaules par littéralement ton oncle. Mais il commençait à vendre ça et faire comme s'il était KO par rapport à ça. Voilà, bref, j'en ai trop parlé de ce match. Ce match, un des pires matchs que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne rigole même pas. Et après, ce qui suit, c'est Mark Briscoe qui bat MJF dans un table
Thumbtacks. Bref, un match un peu bizarre, quoi. Où genre, en gros, il y a des punaises, dont 4 sauts comme ça qui sont répartis sur chaque coin du ring. Et genre, il y a des tables à l'extérieur du ring. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Mark Briscoe, il va prendre les 4 sauts, il va verser au centre du ring. Et ils vont commencer à teaser le fait de faire une prise directement sur les punaises, quoi. Et genre, c'est MJF qui va passer Mark Briscoe à travers les punaises, le premier. Il va commencer à juste le torturer pendant genre 10 minutes, quoi. Et bref, ça va mener à peu près Mark Briscoe qui va commencer à no-sell, puis après reprendre l'avantage. Il y aura des bumps comme ça qui vont arriver par-ci et par-là. Et Mark Briscoe va avoir la victoire à la fin. Ce qui, je trouve, est la meilleure décision parce que je n'aime pas MJF. Je préfère clairement Mark Briscoe. Au moins, Mark Briscoe, il est divertissant, quoi. MJF, pour moi, il est répétitif. Très répétitif. Il y avait un moment où j'aimais bien MJF, mais là, ça devient juste répétitif, en fait. Il dit juste la même chose. Donc, du coup, le match qui suit après, c'est la demande, en gros, Ricochet avec The Gate of Agony, qui vont battre The Hurt Syndicate. Je sais pas, j'ai pas trop suivi le match était décent, j'imagine. Et The Hurt Syndicate ont leur première défaite dans leur premier match en trio. Bon, après, c'était MVP qui était impliqué dans le ring, donc il allait clairement manger le pin, quoi. Donc, voilà, quoi. Puis après, le match qui suit, c'est Mercedes Moné qui bat Rio pour le championnat WTBS. 16 minutes de perte de temps parce qu'on sait tous que Rio ne va pas gagner le match. Victoire de Mercedes Moné, quoi. Après, il y a aussi l'entrée de Mercedes Moné, hein. Assez bizarre, hein. Très, très bizarre, hein. Bref. Le match qui suit après, c'est Kazuchika Okada qui défend le championnat unifié de la AEW dans un triple threat contre Mascara Dorada et Konosuke Takeshita. Et le match était bon pour ce que c'était. J'ai eu tendance à dire vraiment de la merde sur Kazuchika Okada, je réalise quand même. Ouais, bon, Kazuchika Okada, je suis pas non plus fan de Kazuchika Okada en tant que catcheur, mais genre, le match est ok, il était bon, quoi. Donc, le problème que j'ai avec ce match, c'est que genre, pourquoi il y a Mascara Dorada? Si c'est grande métallique ou je sais pas quoi. Comme Mister Review l'a dit, il fait clairement tâche dans le match, quoi. Donc, et ce Mascara Dorada avait aussi aucune chance de gagner le match. Donc, on est à se demander, qu'est-ce qu'il fout dans le match? Je me disais, la seule crédibilité à avoir Mascara Dorada dans le match, c'est que tu l'utilises pour prendre le pin à la fin. Et genre, dans mon idée, en fait, l'idée, c'était que t'es Konosuke Takeshita qui, du coup, gagne le match sans avoir à pin Okada et qui ait une sorte de tension entre Okada et Takeshita. Comme ça, tu peux créer une storyline comme ça où, genre, Don Callis, il empêche Okada de affronter Takeshita parce que, genre, il est champion maintenant et, genre, ça crée des tensions autour de la Don Callis family. Mais là, genre, t'as Okada qui gagne le match et, genre, voilà, quoi. Oh, Takeshita, il est énervé contre Okada, waouh. C'est pas très intéressant, quoi, genre. Ça amène à rien, ça développe rien du tout, quoi. Voilà, quoi. Une perte de temps comme match, quoi, en propre opinion, mais voilà. Puis après, le match qui suit, c'est Jon Moxley qui bat Darby Allin dans un coffin match, un match du cercueil. Et le match, il était bon. Il était quand même divertissant, le match. Il y a eu, durant le match, le retour de Pac. Et Pac, il a littéralement tué Darby Allin avec genre un sorte de crucifix bombe de l'intérieur du ring directement à l'extérieur du ring sur directement le cercueil en métal. Et c'était assez insane vu que par après, il a juste pris le corps de Darby Allin. Il l'a mis comme ça dans un sac mortuaire, il l'a mis dans le cercueil, puis il a fermé le cercueil. Si je me trompe pas, il y avait aussi un moment après le match où genre Darby Allin s'était vengé de Jon Moxley. Il l'avait mis dans un sac mortuaire et puis après il a mis de la gasoline et il a flambé Jon Moxley, quoi. Et genre la sécurité est venue et Darby Allin, de ce que je comprends, on n'a toujours pas terminé avec Jon Moxley, quoi. Donc, à voir. Puis après le match qui suit, c'est Chris Statlander qui bat Timeless Tony Storm, Jamie Hayter et Tekla pour le championnat féminin de la de la AEW dans un Fatal 4-Way. Et c'était pour moi une surprise quand même, parce que j'étais en mode Chris Statlander, qu'est-ce qu'elle fout dans ce match en fait? Genre j'étais en train de regarder les participants dans le match quand ça est venu à l'écran et j'étais en mode, attends, pourquoi Chris Statlander est dans le match? Et je me disais, ah elle va prendre le pin, ok c'est bon. Mais elle a gagné le match, donc
intrigué. Le match n'était pas mauvais. Je suis quand même intrigué de savoir c'est quoi la suite. Parce que bon, il y a eu toute cette affaire avec Wheeler Yuta et genre Marina Shafir avec Krista Thunder. Est-ce qu'elle va joindre The Death Rider? Donc je sais pas. Peut-être ça va mener à quelque chose. Hein, qu'elle ne mette pas le titre d'une manière anodine. Donc voilà quoi. Après, le match qui suit, c'est le Fatal Four par équipe à l'échelle. Pour les championnats par équipe AEW avec les champions Brodido. Hein, du coup, c'est Brody King et Ben Dino. Ben Dido. Voilà comment tu le dis, bref, je sais pas. Euh, contre les Young Bucks, contre Jet Speed, Kevin Knight et Mike Bailey. Et The Don Callis Family avec Echi0 que je déteste. Et Josh Alexander. Et du coup, la victoire est pour Brodido. Et après le match, il y a eu le retour de Jack Perry, qui est maintenant réaligné avec Luchasaurus. Donc voilà, ils ont attaqué les Young Bucks. Donc. Et du coup, le match qui suit, le main event, c'est Eggman Adam Page qui défend le championnat AEW du monde contre Kyle Fletcher qui est aussi champion TNT. Et c'était un match, à mon propre avis, assez prédictable, mais qui était quand même bon, parlant dans le in-ring. Mais voilà quoi, genre j'ai eu à aucun moment l'idée que Kyle Fletcher pouvait gagner le match. Donc il est déjà champion TNT, donc à partir du moment où Kyle Fletcher il n'a pas été établi pour être legit sérieux et crédible pour battre Adam Page, mais je crois pas à ce match, je crois pas à l'intérêt qu'il y ait une idée que Kyle Fletcher puisse devenir double champion et battre Adam Page et mettre fin à son règne quoi. Donc voilà quoi, c'était un match bon techniquement qui a duré genre 40 minutes en plus de ça, donc pour moi les matchs d'AEW ils sont toujours, les main events ils sont toujours longs, malgré le fait que genre certains des main events sont toujours prédictables. Je vais y revenir ça. Donc voilà, Adam Page conserve le titre, pas de suspense réellement et voilà quoi. Et du coup, je vais venir au point de clarification avec le problème que j'ai avec l'AEW. Déjà, premièrement, le show, il a eu beaucoup de moments. Il y a eu beaucoup de moments, il y a eu beaucoup de retours. On a eu Beth Phoenix qui apparaît à l'AEW. On a même eu, j'en ai pas parlé, des stars locales du Canada qui sont venus genre pour faire un segment avec Edge et Christian Cage. Et aussi, il y a eu le retour de Jack Perry. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de moments. Ce qui est d'ailleurs le même point que je peux reprocher à la WWE avec le fait qu'ils veulent essayer de faire des moments viraux à chaque fois. Mais dans, du coup, le cas de AEW, j'ai plus l'impression que les moments qu'ils font, c'est pas pour genre juste susciter du buzz, tout ça, faire de l'argent, tatati. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de fan service. Alors que la WWE vont te mettre des moments comme ça et tu vas genre réagir en mode oh mon dieu, il est de retour et genre voilà quoi, ils veulent juste voler de l'argent de ton putain de compte bancaire. Alors que la AEW, j'ai plus l'impression que genre il y a une idée beaucoup plus sincère par rapport à ça. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais c'est à peu près dans l'idée que ils veulent donner un bon show aux fans. Donc ça j'aime bien du côté de la AEW, malgré le fait que genre c'est aussi un positif, tout comme c'est aussi un bémol. Parce que genre tu peux pas juste constituer tes choses juste en faisant des moments par exemple. Il faut aussi avoir une histoire, créer de l'intérêt. Et l'intérêt ne vient pas que sur avoir des très bons matchs. Ça, c'est pas ce qui va amener plus de fans, en tout cas, comme je l'ai établi plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est aussi, du coup, le problème dont je vais venir là maintenant. Le fait qu'ils ont des bons matchs. Le fait qu'il y ait un bon match dans un pay-per-view ne rend pas ce match, du coup, super. Ça ne va pas forcément donner un excellent show. Ça va par exemple donner peut-être, oh mon dieu, un match qui est raté 5 étoiles par Dave Meltzer, oh super. Mais est-ce que tu vas vraiment te soucier du match sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va aboutir sur une réflexion que ce match est réellement le meilleur match de tous les temps? Moi, je pense pas en fait, parce que genre, la EW, on dit à chaque fois que oh, ils ont fait le meilleur match de l'année, mais genre, le match, tu t'en souviens plus dans 2 semaines, quoi. Et j'y reviens par après. Du coup, les matchs aussi à la EW, il y en a beaucoup. Ça, c'est quelque chose dont je reproche l'inverse à la WWE, il n'y a pas assez de matchs. La EW, c'est tout l'inverse. Il y en a trop. Il y a genre, dans ce pay-per-view, il y en a 14. Donc, quand tu vois WrestlePalooza avec 5 matchs, tu réalises en fait que la EW, on a littéralement le triple des matchs de WrestlePalooza. Donc, ce qu'il faudrait faire de mieux, c'est avoir à peu près 8 matchs. Comme ça, les fans n'ont pas à juste être fatigués de voir trop de catch. Hein. Parce que
Le catch, c'est bien, mais ce n'est pas l'intérêt principal. Et aussi, encore pour rentrer dans ces matchs plus précisément, il y a beaucoup de matchs, bon, j'en ai pas vraiment vu en particulier dans ce show, mais les matchs sont souvent sans réelle psychologie, en fait. Genre, en fait, t'as des matchs, genre, directement, genre, cinquième match de la nuit, genre, t'as un match entre, par exemple, à Forbidden Door, on a eu Kyle Fletcher contre The Time Bomb, je sais plus c'est quoi son blast, bref, Time Bomb. Et genre, ce match, en fait, c'était genre en mode Nearfall à gogo, Hulk Up, No Cell, tout ça. C'était bâti comme si c'était un match dans le main event de WrestleMania, en fait. Et c'est ça le problème, en fait. Genre, c'est un match aléatoire où t'as un catcheur dont personne réellement connaît, vu que genre, il catch jamais à la AEW, Time Bomb. Et il affronte Kyle Fletcher qui est censé être établi comme le futur et qui va main eventer du coup par après All Out. Et genre, tu fais des 50-50 avec ce type. Et après, on est censé croire que t'es censé battre Adam Page dans le main event. Mais non, mais ça fait aucun sens, en fait. Genre, si tu fais des 50-50 avec un catcheur aléatoire de New Japan, genre, ça n'est pas crédible. C'est juste pas crédible. Parce que la AEW, en essayant, justement, comme la WWE, je le reproche, de faire des matchs 50-50 pour essayer de mettre en avant les deux talents, tu les enterres les deux parce qu'il y a beaucoup d'inconsistance à faire des matchs 50-50 à chaque fois. Genre, le règne de champion intercontinental de Gunther, c'était que des matchs 50-50. Genre, les gens, ils étaient en mode, oh, le meilleur match de tous les temps, oh, le meilleur règne de tous les temps. C'était que des matchs 50-50. Il y avait personne qui ressortait gagnant de cette affaire, en fait. C'est juste Gunther qui avait un match de 20 minutes où il faisait des 50-50 avec genre Xavier Wood. Genre, qui sort bon dans l'affaire, en fait? C'est certainement pas Gunther, vu qu'il ressort pas dominant dans l'affaire en ayant des matchs contre des mid-carders. Et c'est surtout pas Xavier Wood, vu qu'il perd dans le match et qu'il a genre pas le championnat intercontinental dans l'affaire au final. Donc, y a personne qui ressort gagnant. C'est ça, du coup, le problème que j'ai avec AEW. Ils font beaucoup de matchs 50-50 et ils essayent quand même d'établir Kyle Fletcher comme quelqu'un qui est le futur. Mais tu vas pas l'établir comme ça s'il fait des matchs 50-50 avec des gens aléatoires. Donc c'est pour ça que des fois, dans le catch, c'est bien d'avoir des matchs courts, d'avoir des squash matchs par exemple. Un mauvais exemple, c'est Eddie Kingston qui squash littéralement Big Bill en 7 minutes 20. Et c'est parce que c'est le match le plus court dans le show, quoi. Et du coup, ça me permet d'introduire l'autre problème qu'a EWA, c'est les talents qu'ils push. Ils ne savent pas réellement les talents qui vont vraiment leur donner de l'argent sur le long terme. Ou tout court, même les donner de l'argent. Parce qu'ils ont signé Mercedes Moné, qui est totalement surestimée, hein, parce que genre, de ce que j'ai entendu, elle a été payée 6 millions d'euros dans son contrat, alors que elle sait clairement qu'en signant ce contrat, elle va jamais donner ce type d'argent en retour à la compagnie. Donc voilà, elle a juste profité de Tony Khan en ayant un contrat comme ça. Elle a juste utilisé son nom, et elle a juste embobonné Tony Khan pour la présenter comme une star, alors qu'elle l'est clairement pas. Genre, cette fraude mérite de jobber contre Alex Bliss dans chaque putain de Raw, comme en 2017. Mais bref, Mercedes Moné, c'est loin d'être la pire. Hein. Il y a clairement pire. Il y a genre Daniel Garcia qui est... Je ne sais pas pourquoi il est dans le Death Rider. Pourquoi il est dans le Death Rider? Genre le type, on l'a mis dans le Death Rider pour aucune raison. Genre Tony Khan, pour certaines raisons, il aime bien mettre en avant Daniel Garcia, alors que genre ce type, il a aucune qualité qui le rend intéressant. En fait, il a aucune qualité pour se dire, ouais, ce type, il est intéressant. Ouais, ce type, je suis investi à le voir chaque semaine dans mon écran. En fait, ce type, il ressemble à un gars lambda. Et en étant associé avec le Death Rider, on dirait juste qu'il n'a pas envie d'être là. En fait, il n'y a aucun charisme qui sort de ce Daniel Garcia, en fait. Donc, je comprends pas pourquoi Tony Khan, il le met dans le Death Rider. Qu'est-ce qu'il y a dans Daniel Garcia? Au moins, Wheeler Yuta, les gens le détestent. Et genre, ça donne un peu un effet Dominique Mysterio, quoi. Mais Daniel Garcia, il n'y a rien. Genre, t'aurais pu mettre n'importe qui à la place de Daniel Garcia, quoi. Genre, t'aurais pu mettre le Pitch Boy de l'entrée de Mercedes Moné à la place de Daniel Garcia. Genre, au moins, lui, il ressemble à un catcheur. Je pense legit qu'il n'y a pas pire que Daniel Garcia à l'AEW, quoi. Genre, je vais le dire comme ça. Pendant un segment que j'avais vu à l'AEW, où genre, c'était FTR qui confrontait face à face Edge et Christian Cage, bref. Il y avait la sécurité comme ça qui venait, et aussi d'autres catcheurs random qui commençaient à venir. Et genre, parmi les catcheurs, en fait, genre, il y avait un type comme ça, il était énorme. Genre, il avait l'air beaucoup plus massif que Edge. Et genre, je pense que c'est un catcheur qui est en train de jobber à Ring of Honor, en fait. Et genre, je suis en mode, attends, pourquoi ce type, il est en train de jobber à Ring of Honor, alors que Daniel Garcia est mis dans le Death Rider? L'une des, quand même,
stables les plus importantes à AEW. Hein. Pourquoi tu prends pas ce type, tu le mets dans le main roster, enfin dans AEW Dynamite comme ça, et tu mets toutes les chances que tu as données à Daniel Garcia, et toutes les chances que tu penses encore donner à Daniel Garcia, à ce type. Et tu verras que les résultats seront beaucoup mieux. Parce que Daniel Garcia, il offre rien, quoi. Il a rien à offrir. Genre, pour moi, le problème, en fait, c'est que pour être pushé à la AEW, en fait, c'est le plus tu fais dans le ring, le plus tu seras over. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Par exemple, MJF, il n'a pas eu besoin de faire trop dans le ring, malgré le fait que je déteste MJF, hein, je vais clairement le dire. MJF, c'est aussi un de ces types qui est surpushé, malgré le fait que, genre, c'est juste un gars répétitif, en fait. Genre, il y a un moment, j'étais dans le train de la hype de MJF, en mode, ok, c'est bon, le gars, il est assez divertissant. Il est, notamment parlant, pas mauvais au micro, hein. Mais genre, c'est répétitif. Genre, il commence à dire, oh, cette ville craint. Oh, votre équipe de football craint. Oh, votre équipe de basket craint. Oh, votre équipe locale craint. Ah, je me suis tapé ta sœur. Ah, ton frère est mort. C'est répétitif. Il n'y a aucune originalité. Il fait que dire la même chose, quoi. Il commence à faire ses promos en mode backstage. Il commence à surréagir en mode c'est moi le meilleur. Il n'y a personne de mieux que moi. À un moment, c'est bon. Hein. Genre, c'est juste cringe. C'est cringe. Il commence à surréagir en mode Ric Flair. Genre, Ric Flair, il avait legit l'intensité. Il était en mode il va vraiment exploser. MJF, on dirait juste un nerd. On dirait juste un nerd. On dirait juste qui essaye de trop faire parce qu'il n'a pas le charisme que Ric Flair il a, par exemple. Donc voilà. Ça, je déteste MJF. Enfin, je déteste pas, mais MJF, il est stale. Voilà. Il a besoin d'une réinventation complète de son personnage. Du personnage qu'il est censé avoir, en fait. Parce que, I'm better than you and you know it. C'est bon, ça y est, là. Hein. Le gars, il perd littéralement tous ses matchs. Genre là, à un moment, faut arrêter de jouer le perpétuel couillon arrogant, là. Ça fait juste pas de sens. C'est juste pas consistant. Genre, stop, à un moment. Et du coup, le dernier point dont je voulais parler à l'AEW, c'est les storylines. Et pour AEW, les storylines sont, genre, légèrement moins mauvaises que du côté de la WWE. Il y a quand même un manque de storyline excitante. Mais pour l'AEW, je vais lui donner un point. Il y a une storyline que j'ai vraiment aimée du côté de l'AEW. Et c'était pour moi la storyline entre Adam Page et Swerve Strickland. Je vais pas dire que c'est la meilleure storyline de tous les temps, mais dans cette storyline, j'ai quand même eu un investissement dedans. Genre, je sympathie avec les personnages qui sont là, en fait. Genre, c'est pas juste personnage 1 envie d'affronter personnage 2 parce que, genre, il veut le titre. Non, c'était une storyline, en plus, qui avait aucun titre en jeu. Genre, c'était juste Swerve Strickland qui veut affronter Adam Page parce que, genre, il veut être dans son spot parce que Adam Page, il fait rien avec sa carrière et qu'il est juste en train de tourner en rond. Et genre, ça a escaladé à un niveau où Swerve Strickland, il a poussé Adam Page à ses limites. Et genre, là, t'as vraiment eu une évolution du personnage d'Adam Page. Il était en mode... Swerve Strickland, il fait tout ça à Adam Page, il commence à l'humilier, rentrer chez lui, mettre un drapeau avec ses initiales dans le berceau de l'enfant d'Adam Page. Donc moi, il fait tout ça, et genre j'étais en mode, ouais, Adam Page va juste commencer à faire des promos où il pleure, tatati, et dire, ouais, tatati, je vais combattre Swerve Strickland, et je vais récupérer justice. Mais non, en fait, ce qu'on a eu, en fait, c'est genre, d'abord on a eu l'affrontement à Wrestle Dream, où genre, Adam Page, il a perdu clean. Puis après, on a eu l'affrontement à Full Gear où Adam Page, il a totalement pété un câble. Il a commencé à, genre, littéralement rentrer dans une violence sans nom, quoi. Où il a commencé à, genre, boire le sang de Swerve Strickland. Et il a atteint vraiment un niveau où il était en mode, je vais le tuer et récupérer justice par tous les moyens possibles. Et genre, ça, c'était quelque chose que t'avais pas vu du personnage d'Adam Page. Et t'étais en mode, jusqu'où ça va aller dans la tête d'Adam Page. Et en fait, plus la storyline avançait, plus les gens continuaient de acclamer Swerve et commençaient à huer Adam Page. Et c'est quelque chose qui donnait de la profondeur au personnage de Adam Page, parce que tu étais en mode, c'est quelqu'un qui est en train de péter un câble, d'agir comme une grosse pourriture, mais d'une manière justifiée. Parce que ce Swerve Strickland, c'est littéralement un connard, en fait, qui a dévalisé sa maison, qui l'a poussé à ses retranchements. Et malgré ça, les gens l'acclament plus que Adam Page, qui n'a jamais réellement provoqué Swerve. Et c'est là où j'étais diverti par un personnage à la AEW pour une fois. Parce que Adam Page, il devenait ce psychopathe qui était prêt à tout pour avoir justice. Parce que pour lui, il pensait que faire le pire, c'était assez pour le rendre justice.
Puis après, ça a mené au match de All Out de l'année passée, du coup, le match Unsection Steel Cage Light Out match. Et du coup, c'est le match où, genre, Adam Page a mis une seringue dans la lèvre de Swerve pour l'endormir ou je sais pas quoi, pour l'anesthésier. Et après, il a fait un des plus gros chair shots des temps modernes, littéralement. Et il a gagné le match. Mais après, c'est là où la storyline est devenue un peu éclatée à mon propre opinion. Parce qu'après, genre, Adam Page, il a commencé à feuder avec Jeff Jarrett. Puis après, il a mis fin à la carrière de Christopher Daniels. Ça aurait dû être un match en pay-per-view. C'était un match random à collision. Et puis après, Adam Page a commencé à tourner face pour aucune raison. Et quand il a gagné le titre face à John Moxley, il est juste redevenu le Adam Page de 2021, quoi. Genre, rien n'a changé, quoi. Genre, c'est juste, tout est normal. Et genre, pendant sa fuite contre MJF, là, dans le match de Forbidden Door, genre, il recommence à avoir de la pitié et des remords, quoi. Alors que, genre, il a vécu tout ça avec Swerve Strickland, et genre, on est censé prétendre que, ok, c'est bon, je suis un cowboy tout gentil, les fans m'aiment bien, et genre, là maintenant, je vais avoir de la pitié si MJF commence à jouer le plus sadique face à moi. Genre, Adam Page devrait juste tuer MJF, genre, le faire la même chose qu'il a fait à Swerve Strickland, en fait. Et genre, là, c'est juste cowboy content de 2021. Donc voilà, c'est à peu près, ils ont à peu près gâché Adam Page, et genre, je redéteste Adam Page, à peu près. Mais voilà, quoi, bref. C'était à peu près pour parler de ça, d'une storyline qu'ils ont à peu près bien fait avant qu'elle soit ruinée un peu par après. Et voilà. Donc AEW, ils ont le potentiel clairement de faire des storylines qui sont intéressantes. Bon, c'est le seul exemple que j'ai en tête, hein. Parce que genre le reste, tu vas me dire Adam Cole MJF. C'est l'une des pires storylines que j'ai jamais vues de ma vie, hein. Voilà, hein. J'étais pas vraiment aussi impliqué dans l'ascension d'Adam Page dans le main event parce que c'était juste Adam Page qui se faisait screw de chaque match qu'il avait pour le titre et puis qui gagnait à la fin contre Kenny Omega. Donc voilà quoi, genre c'était pas si original que ça quoi. Donc, c'était juste une storyline underdog. Genre c'était Cody Rhodes qui finissait son histoire quoi. Genre c'était à peu près la même chose. Donc voilà. Et aussi j'ai failli oublier la storyline entre Tony Storm et Mariah May. Celui qui a mené au match de All In. Ouais, le match de All In entre les deux, c'était parfait, ça. C'était aussi une très bonne storyline, hein. Franchement. Tony Storm aussi, c'est l'une des meilleures catcheuses dans le catch actuellement. Je sais même pas si je dis l'une des catcheuses, je pense que c'est la catcheuse la plus intéressante et la meilleure aussi, du coup, par la même occasion dans le catch actuellement, quoi. Donc, on a parlé du positif, et du coup, je vais donner des alternatives pour contrer tous les problèmes dont j'ai parlé. Déjà, pour le problème des matchs, j'ai déjà donné une idée, hein. Avoir 8 matchs par pay-per-view, ça va être beaucoup plus digeste pour chaque fan à regarder. Et aussi des matchs un peu plus courts, hein, pour certains. T'as pas besoin d'avoir des matchs de 20 minutes, 5 étoiles Dave Meltzer. Oh mon dieu, il a fait ci, il a dégagé de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour raconter une histoire. La psychologie est nécessaire dans certains matchs. Par exemple, un match entre 2 mid-quart d'heure pour un championnat TNT n'a pas besoin d'être un match de type WrestleMania où tu as 1 milliard de kick-out, 1 milliard de near-fall. Donc voilà, la psychologie. Secondo, les gens qui le push, Tony Khan, faut investir sur des gens qui sont beaucoup plus prometteurs. Juste par le test de l'œil. C'est ce que j'appelle le test de l'œil. Quelqu'un que tu mets genre dans une plage ou n'importe quel endroit public, c'est quelqu'un qui va directement faire tourner les gens à le regarder. C'est ça que j'appelle le test de l'œil. Par exemple, Brock Lesnar, tu le vois à la plage, tu es en mode, même si tu connais pas c'est qui Brock Lesnar, même si t'es pas fan de catch, il y a quand même des gens qui vont tourner pour se dire, attends, il est énorme ce type quand même. Si tu mets Homos à la plage, bon c'est un mauvais exemple, les gens vont tourner de l'œil et vont se dire, mais ce gars il est géant, malgré le fait que tu sois fan de catch ou non. En gros, c'est ce qui va permettre de garder l'attention des gens quand les gens vont zapper la chaîne de télé. Genre, s'ils voient Jack Perry contre Eddie Kingston dans le ring, ils vont zapper direct en fait. Mais par contre, s'ils voient quelqu'un comme Brock Lesnar, ils vont se dire, oh putain, c'est intéressant ce type, il est énorme. Donc voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas que se référer à ça. Il y a aussi le charisme, quelqu'un qui se porterait comme une star. Par exemple, le meilleur exemple que je pourrais donner à l'AEW, c'est Harley Cameron. Harley Cameron n'a pas besoin d'être bookée pour être over. Elle est juste naturellement charismatique et naturellement divertissante. Donc voilà, ça c'est l'exemple du charisme. Et c'est les deux éléments qu'il faudra prendre en compte si tu veux un catcheur prometteur. Ah ouais, et c'est après que tu penses au in-ring de ce catcheur en question. Et tu pourras développer ça
tu seras éclaté dans le ring, c'est pas grave. Tu pourras faire un push de type Goldberg, et puis c'est bon. Hein. Pas en faire trop, et juste en faire assez pour divertir les gens. C'est pour ça que Goldberg est une légende, et que Dean Malenko n'en est pas. Voilà. Et la dernière idée aussi dont je voulais parler, c'est le fait que l'AEW devrait clairement faire un brand split. Il n'y a rien à foutre que, oh, ils sont en train de voler l'idée à la WWE, qui en a à faire réellement. La WWE, eux-mêmes ont même pas clairement de brand split déterminé. Il y a juste Raw et SmackDown, et il y a Jey Uso qui peut aller à Raw, puis Jey Uso qui peut aller à SmackDown. Puis après, t'as Carmelo Hayes qui sort de nulle part et qui peut aller à NXT. Bref, c'est un foutoir total. Et la AEW, ils ont jamais vraiment eu de brand split déterminé. Mais là, il faudrait clairement faire un brand split déterminé. Alors, tu as des catcheurs qui viennent exclusivement catcher à Collision et des catcheurs qui vont exclusivement catcher à Dynamite. Comme ça, tu légitimises tes deux brands. Et d'ailleurs, Collision devra arrêter d'être le samedi soir parce que tu auras juste 40 personnes qui vont regarder Collision à long terme, quoi. Genre, ça y est. Le fait de faire un brand split, ça va te permettre d'utiliser tous les talents que tu as dans ton roster qui est clairement extrêmement débordant. Et comme ça, t'évites le problème de gens qui disparaissent pendant 7 mois. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, mon ressenti par rapport à l'AEW. Ils ont clairement la possibilité d'être bons, mais il y a beaucoup de problèmes à régler. Par exemple, le fait qu'ils ont aussi la mise en avant du work rate à un plus haut regard que l'entertainment. Malgré le fait que l'entertainment est ce qui va les apporter beaucoup plus de gens. Donc voilà, le work rate c'est bien, mais genre, tu vas jamais essayer de concurrencer avec la WWE de cette manière. Et du coup, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vraiment, commentez, please. Abonnez-vous aussi, hein. On est à 41 abonnés. On était à 42 il y a quelques jours, là on est à 41. Faut monter ça. Donc voilà. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.